Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, c'est reparti pour une nouvelle session d'infos. Vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, gros plan sur les addictions de nos jeunes, des ados, alcool, drogue et autres écrans. Rien de bien réjouissant. Constat qui interpelle. Mathilde Wessels vous dit tout. Dans sa loupe, bon nombre de professionnels tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Quels sont les risques liés justement à ces addictions? Quels sont les signes avant-coureurs? Quels signaux faibles? On en parle là aussi avec nos invités. Enfin, où en est la prévention? L'État ne peut pas tout, mais en fait-il assez? Et surtout, comment travaillent dans le même temps les associations? On en parle avec Danielle Jourdain-Méninger. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente de la Commission Affaires Santé et Sociales du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, pour faire plus court, vous en avez l'habitude. Et puis on est en Skype avec Jordana Bellegarde. Bonjour. Bonjour. Merci, j'ai dit Jordana, mais c'est peut-être Jordana, plus simplement. Oui, c'est ça. Voilà, Jordana. Je veux dire Belgique. C'est mon petit côté américain peut-être. Responsable nationale de la prévention chez Addiction France. Merci à toutes les deux. C'est parti pour la loupe. Mathilde. Salut Mathilde. Salut, tu vas bien? Ça va super bien, ça me fait plaisir de te voir. J'ai l'impression que ça faisait un petit moment. Oui, ça fait un petit Tu m'avais manqué. Je te dis dis tout. On va revenir aux bases pour commencer. Que veut-on dire lorsque l'on parle d'addiction? Alors, la définition, effectivement, est la suivante. On parle d'addiction lorsqu'une personne connaît une dépendance très forte à une substance nocive entraînant une conduite compulsive. D'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales avec des conséquences délétères, évidemment. Quelles sont les addictions les plus courantes, Mathilde? Alors, évidemment, il y a le tabac, il y a l'alcool, le cannabis, les opiacés comme l'héroïne ou la morphine, la cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse. On parle aussi de substances nocives là aujourd'hui, mais il y a les addictions aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, d'argent, moins courant chez les jeunes, mais tout de même, ça existe. Est-ce qu'il y a une période plus propice chez les jeunes pour tomber dans l'addiction? Oui, on parle d'addiction lorsque... alors déjà, il y a les symptômes, il me semble, mais effectivement, la période la plus propice, c'est en général celle qui se situe entre 15 et 25 ans. La consommation de substances addictives a souvent lieu lorsque le cerveau est plus vulnérable aux effets toxiques, ça paraît assez logique, effectivement. Et je repose la question, est-ce qu'il y a une période plus propice? Oui, alors les symptômes plutôt. On va y arriver. Oui. Allez, c'est les symptômes. Les symptômes, alors on parle d'addiction lorsque l'on trouve la perte de contrôle de soi, les résultats scolaires en baisse, ça c'est vraiment quelque chose quand on est parent à surveiller. Les troubles du sommeil, effectivement, fatigue chronique, perte ou trouble de l'appétit, maux de tête chronique et la poursuite de la consommation malgré la prise de conscience de ces effets. Alors comment prévenir et surtout protéger nos enfants? Alors en général, les adolescents sont susceptibles de découvrir ces addictions lors de leurs années collège. Donc lorsqu'on est parent, ce sont des années à surveiller. Pour éviter cela, les professeurs organisent souvent des débats dans les classes. Ils abordent, vous savez, on a tous eu ces cours sur les addictions lorsqu'on était vers 4e, 3e surtout. Donc ils abordent les addictions dans le cadre des enseignements. Ça peut aussi prendre la forme d'un visionnage de films de prévention. Donc la prévention passe par plusieurs choses, des connaissances relatives aux effets des substances sur la santé et le bien-être. Souvent, ça peut peut-être aider les jeunes à ne pas passer le cap. Le développement aussi des compétences psychosociales pour faire prendre conscience aux adolescents les pressions sociales qui poussent souvent à la consommation. C'est le cas notamment avec le tabac, peut-être moins aujourd'hui, mais c'était le cas il y a 10-15 ans. Que les équipes aussi pédagogiques, les professeurs se soucient des élèves qui présentent des signes d'alerte. Les moyens donnés aux jeunes aussi pour demander de l'aide en dehors de l'école, pas uniquement au sein de l'établissement. Et si on se rend compte que son enfant a une addiction, comment on instaure le dialogue? Eh bien, évidemment, le premier conseil est d'en parler déjà au médecin de famille qui suit les enfants peut-être depuis petit. Il peut être en tout cas le premier interlocuteur. Vous pouvez aussi vous tourner vers les consultations jeunes consommateurs pour les 12-25 ans. Des informations précises et des espaces d'échange avec d'autres parents sont proposés. Il y a ensuite les maisons des adolescents qui sont bien des lieux de rencontre et puis d'échange qui accueillent de manière gratuite et anonyme les ados qui ont entre 11 et 25 ans. Ils peuvent aussi aider dans des démarches juridiques et sociales. Merci Mathilde, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec mes invités, je vous les représente avec Jordana Bellegarde depuis Skype et avec Danielle Jourdain-Méninger. Danielle Jourdain-Méninger, si vous deviez choisir un adjectif pour qualifier la situation, ce serait lequel? Un léger mieux chez les jeunes, avec une baisse des consommations de cannabis, baisse des consommations d'alcool, baisse des consommations de tabac, mais en relativisant, puisqu'on reste toujours en tête, notamment pour le cannabis, des consommations en Europe. On est toujours champion d'Europe, il me semble, en France. Absolument. Y compris pour les jeunes. Même question, Jordana, s'il vous plaît, quel adjectif vous choisiriez pour décrire, dépeindre la situation?
Alors effectivement, le même type d'adjectif, optimiste, j'utiliserais, puisque effectivement les consommations sont en baisse autour de l'alcool, du tabac, du cannabis, avec quand même une persistance autour des consommations des jeunes femmes notamment et de la cigarette électronique en expérimentation. Danielle Jourdain-Ménager, par où on commence? Il y a tellement à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. On peut parler de la prévention et notre interlocutrice de France Addiction connaît ça très bien puisqu'elle fait partie des associations qui interviennent dans les établissements scolaires. La prévention, c'est important et je crois que depuis quelques années, on a su professionnaliser la prévention. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller dans les établissements scolaires en expliquant que c'est pas bien. Qu'il faut aller dans les endroits où sont les jeunes et faire orienter la prévention sur le développement des compétences psychosociales, ne pas faire la morale et être bienveillant. À partir de là, s'instaure un dialogue de confiance avec les jeunes, parce que si vous leur dites qu'ils prennent des risques, ils ne vous croient pas, ou au contraire, ça les attire. Ça les attire, effectivement. On dit toujours que l'État ne peut pas tout, mais en fait-il assez? L'État fait beaucoup de choses, avec notamment un point sur lequel j'aime bien insister, qui est la saisie et la confiscation des biens des trafiquants de drogue. Cette saisie et confiscation, elle est versée à une agence publique et elle est reversée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues pour des actions de prévention. Et puis on a aussi un fonds addiction qui est doté de 170 millions d'euros et qui lui aussi est destiné à financer des actions de prévention. Petit bémol, et notre interlocutrice Johanna le sait bien, c'est que les associations n'investissent pas assez en utilisant ces crédits, qu'on leur demande des appels à projets très compliqués, qui prennent du temps. Et en fait, on a beaucoup d'argent, mais on ne réussit pas à le dépenser. C'est-à-dire qu'il faudrait simplifier peut-être le schéma, simplifier la manière dont on monte les dossiers pour que ce soit plus simple pour eux? Simplifier la manière dont on monte les dossiers et aussi sécuriser les financements des associations. Jordana, quel est votre sentiment? Je vais vous poser la même question là aussi. Alcool, drogue, écran, on commence par où? Alors effectivement, j'ai envie de dire, on commence partout, puisque l'idée, c'est de pouvoir aussi intégrer cette prévention dans une dimension beaucoup plus large de la santé, avec une dimension globale, une approche transversale. Et je rejoins mes collègues aussi sur le fait que c'est développer les compétences psychosociales, si on prend le niveau plus individuel et plus opérationnel, de développer les compétences psychosociales des jeunes pour leur permettre finalement d'être armés dans la vie quotidienne face à l'ensemble des conduites addictives, des pratiques addictives, qu'elles soient autour des écrans, l'alcool, le cannabis ou le tabac. Et finalement, en développant l'estime de soi, la gestion des émotions, la gestion de la pression sociale aussi, on les aide à s'armer au quotidien pour mieux résister aux consommations et ne pas entrer dans des conduites à risque. Question de Mathilde. Oui, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'était intéressant sur les associations qui vont dans les collèges et lycées, surtout collèges, et qui disent c'est pas bien, il faut pas prendre de drogue, etc. Ça marche pas très bien. Est-ce que peut-être le témoignage fonctionne mieux auprès des élèves s'ils voient quelqu'un qui a 16-17 ans, peut-être leur âge, et qui est passé par là malheureusement et qui témoigne de ce qu'il a vécu? C'est peut-être beaucoup plus fort et il y a plus d'impact. Alors effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était cette approche qui était surtout apportée par des policiers et des gendarmes qui allaient dans les établissements scolaires en uniforme pour expliquer que c'était pas bien. Les associations ont largement utilisé les méthodes de prévention qui sont aujourd'hui labellisées, donc elles n'insistent plus du tout sur les risques. Alors la valeur d'exemple, oui, bien sûr, ça peut être important, mais moi je pense souvent à un autre type d'exemple, ce sont les adultes. Vous avez sur le cannabis, par exemple, 5 millions d'adultes qui ont déjà expérimenté le cannabis, 1 800 000 qui fument régulièrement et 850 000 adultes qui fument tous les jours. Là aussi, ça a une valeur d'exemple. Jordana, dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent aider? Parce qu'on critique très souvent les réseaux sociaux, mais sur ce dossier particulier, est-ce que c'est un levier important? Oui, effectivement, ça fait partie des leviers qu'on utilise dans les associations, et notamment pour ce qu'on appelle renforcer ou les environnements protecteurs. Donc tout ce qui va être autour des jeunes qui finalement participent aussi au fait de consommer, à la banalisation aussi de la consommation d'alcool, de tabac. Et du coup,
d'être sur les réseaux sociaux avec les jeunes, là où sont les jeunes, et d'aller vers finalement les jeunes, d'aller là où ils sont, va permettre de pouvoir aussi diffuser des messages à travers ces réseaux, mais aussi renforcer les environnements protecteurs, donc renforcer le fait que diminuer la publicité autour de l'alcool. On a une loi aujourd'hui, de quelle manière elle s'applique, cette loi E20 sur les réseaux sociaux, d'aller un petit peu créer une dimension protectrice auprès des jeunes, là où ils sont. Et quelle est votre stratégie aujourd'hui? Quels sont les messages les plus impactants, pour reprendre un petit peu la question de Mathilde aujourd'hui en termes de prévention? Effectivement, Mathilde, je rebondis sur ce que vous avez évoqué, ce qui est finalement ce qu'on appelle la prévention par les pairs. Donc, c'est comment on fait intervenir des jeunes, auprès des jeunes, un petit peu dans cette logique-là, qui peuvent évoquer, parler avec eux, débattre avec eux, parce qu'ils se reconnaissent dans leur père. Et donc ça, c'est une des premières stratégies qui a montré une efficacité auprès de ce public. Et puis, ce qu'on évoque souvent avec eux et ce qui fonctionne, c'est la réduction des risques et des dommages. Donc c'est comment est-ce que, à travers un produit, l'idée, c'est pas de leur dire justement d'être sur quelque chose de moralisateur, arrêter de consommer, c'est pas bien, mais plutôt de dire, ok, tu consommes, comment tu consommes et comment, à partir de ce que tu fais, on peut éviter d'avoir des éléments de gravité, de risque, de tout ce qui est lié aux violences, par exemple, ou aux accidents de la route, etc. Ça impacte forcément l'ado, ça impacte aussi toute une famille et bon nombre de proches. Daniel Jourdain-Méninger, comment vous pouvez rassurer aujourd'hui les parents? Quels mots faut choisir? Et surtout, comment les aiguiller, comment on les aide? Alors, il faut dire d'abord aux parents, ne restez pas seuls. Il existe, vous y avez fait allusion, les consultations jeunes consommateurs. Elles sont très bien implantées dans des lieux très accessibles. Je pense en particulier à la ville de Montpellier. Elles sont en proximité de l'université. Et donc, les jeunes peuvent y aller seuls, avec des copains. Les parents peuvent accompagner les jeunes, mais aller tout seuls pour poser des questions et faire part de leur angoisse. Les enseignants aussi, quand ils ont des interrogations et qu'ils ne savent pas très bien comment repérer un jeune qui manifestement a une consommation qui est une consommation problématique. Ouais. Donc ces consultations jeunes consommateurs sont très importantes. Les maisons des adolescents aussi, mais les jeunes hésitent plus parce qu'il y a une dimension un peu psychiatrique, psychologique et ils peuvent être réticents. Et puis il y a la démarche du aller vers. Vous avez des éducateurs qui vont dans les établissements scolaires. Et surtout, je crois, il faut avoir une approche large. On peut aller dans une consultation jeunes consommateurs pour parler de contraception, pour parler d'anorexie, et peu à peu, eh bien, les professionnels savent dévider le fil et parler des consommations, et en particulier des consommations problématiques. Mathilde. Ouais, il y a aussi un rôle à jouer au niveau de l'éducation nationale. On imagine dans les établissements, les professeurs, enfin l'équipe pédagogique qui est là, qui voit les élèves tous les jours. Il y a aussi des signes. On manque aussi peut-être de formation, je ne sais pas, pour les professeurs, parce qu'on parle beaucoup des élèves, mais les profs, ils ont un rôle aussi face à ces jeunes-là qui sont peut-être... Il faut les sensibiliser. Globalement, vous savez, les enseignants, ils sont sensibilisés quand ils voient un jeune qui s'endort en classe, un jeune qui a des problèmes relationnels, parce que souvent, quand on a une consommation problématique, on se coupe de son environnement et social et familial. Le petit trafic aussi, et ça, vous savez, les enseignants, quand ils sortent du collège ou du lycée, ils voient très bien comment se déroule le petit trafic, qui achète quoi. Donc, les enseignants sont sensibilisés. D'un autre côté, moi, je ne suis pas favorable à ce que les enseignants eux-mêmes fassent de la prévention. Il faut qu'ils aient un langage clair et pas un langage complaisant. Mais c'est pas de la prévention. Ce qui était important, c'était qu'ils puissent détecter des symptômes, repérer et ensuite peut-être avertir la famille. Passer la main, c'est pas toujours la famille, parce que la famille peut avoir un comportement dur, répressif. On avait fait une enquête qui s'appelle l'enquête Aramis pour comprendre les motivations des jeunes à consommer. Et c'est souvent l'état de stress, le fait qu'ils n'arrivent pas à dormir et faire comme les copains. Donc ces signes alertent les enseignants. Mais ensuite, il faut qu'ils passent la main, et peut-être plus sur des structures spécialisées, sur des associations, que directement aux parents, où ce qui enclencherait peut-être un comportement, un malaise qui on aurait comme conséquence que le jeune se renferme sur lui-même et ne dit plus rien. Jordana Bellegarde, est-ce que vous recevez régulièrement des parents, ou est-ce que vous communiquez régulièrement avec les parents? Est-ce qu'ils sont souvent encore un peu perdus, déboussolés, ou
ou avec la multitude d'informations qu'on dispose aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, j'imagine, ou de vous contacter pour avoir de plus en plus d'informations, eh bien, ils arrivent à instaurer un certain dialogue. L'idée, effectivement, donc on implique de manière quasi systématique l'entourage, les parents, les familles des jeunes dans la prévention, mais de manière plus large, la promotion de la santé auprès des jeunes, puisque c'est dans la globalité. Et finalement, on évoquait le développement des compétences psychosociales, donc des compétences qui leur permettent d'être armés dans la vie quotidienne. Et ça passe aussi par la formation, ce que vous disiez, des parents, et notamment dans les programmes qui sont déployés dans les écoles, où il y a de manière quasi systématique un premier niveau de formation des enseignants, des parents, pour leur permettre aussi, dans d'autres sphères que la vie scolaire, de pouvoir accompagner leurs enfants pour gérer la pression sociale, de faire comme les copains. Donc, ils sont impliqués systématiquement. Ils ont énormément de questions. Ça permet d'être face à des interlocuteurs qui peuvent répondre sans avoir de baguette magique, mais de pouvoir savoir comment est-ce qu'on accompagne nos enfants dans le déploiement de ces compétences et donc de les armer au quotidien. Et les enseignants sont aussi sensibilisés et souvent en co-animation sur un premier temps, mais pas seuls, mais en tout cas sont formés, sensibilisés au repérage et à l'orientation vers les CJC, vers les consultations jeunes consommateurs ou vers les associations spécialisées sur le territoire. Jordana et Daniel, je vous écoute depuis un petit quart d'heure maintenant. Il y a un mot qui est quand même revenu à maintes reprises, et j'ai l'impression, en tout cas moi, en refaisant cette émission, pourtant je l'ai fait il y a un an, j'ai tendance à oublier, l'alcool. Daniel, ça reste l'addiction principale, numéro 1 ? Oui, l'addiction principale numéro 1. Un jeune sur 2 a déjà consommé de l'alcool. La consommation est légèrement en baisse, mais on est dans un environnement où il y a une légitimation de la consommation de l'alcool, alors que ce n'est plus du tout le cas pour le tabac. Et c'est quand même préoccupant de voir que 40% des jeunes disent qu'ils ont eu une comportement de binge drinking, c'est-à-dire alcoolisation massive. 40% en un mois. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas comment faire, mais qu'on a aussi un environnement, la publicité, qui fait qu'il y a des incitations à boire et à consommer des drogues. Et je pense là-dessus, je vous coupe, pardon, on peut faire plus concernant la prévention et la communication ? Oui, contre ces publicités, justement ? On peut faire beaucoup plus quand on en a la volonté politique et quand on n'est pas soumis, notamment au lobby de l'alcool. Oui, bien sûr, évidemment. Jordana, votre sentiment, vous l'avez évoqué, vous aussi, concernant l'alcool, qui est l'addiction numéro 1. Oui, effectivement, on a un enjeu aujourd'hui de débanaliser la consommation d'alcool, puisqu'on sait que 30% des consommations d'alcool, des premières consommations d'alcool se font en famille aujourd'hui. Et donc, de travailler en tout cas autour de ces consommations, en impliquant ce qu'on disait, la famille, l'entourage, va permettre en tout cas de protéger les jeunes par rapport à ces consommations et donc d'entrer par la suite dans des addictions et d'éviter les pratiques à risque. Oui, et d'ailleurs, il y a des choses qui seraient simples à faire, comme l'ont fait les Écossais, par exemple. C'est augmenter considérablement les taxes sur l'alcool, qu'il n'y ait pas de prix minimum de l'alcool. Et ça, c'est aussi un levier qui peut être très important. Et à ça, on va toujours vous dire qu'il va y avoir peut-être le développement du marché noir, mais ça reste marginal ou... Oui, ça reste marginal. C'est toujours l'argument pour ne rien faire. Non, mais c'est l'argument qui est aussi souvent utilisé, je vous coupe, pour les cigarettes, où on a vu les trafics, le tabac. Le tabac, ça a fonctionné. Je veux dire, on a vu... Quoi, les chiffres sont en baisse. Les chiffres sont en baisse. Oui, mais le problème... Un paquet, il coûte 11 € aujourd'hui. D'accord, mais ça a développé, et on en voit un petit peu partout, des vendeurs à la sauvette, le trafic, c'est quand même... Mais ça c'est important. Alors, pour le coup, c'est une vraie question. On voit le marché noir des cigarettes se développer depuis 10 ans de plus en plus, ou ça a quand même... Oui, on voit le marché noir se développer, comme on voit le trafic de cannabis et de cocaïne. Bien sûr, c'est un problème qui est un problème d'ordre public pour lequel, là aussi, il faut avoir une volonté de lutter contre ces trafics. Jordana, quel est votre sentiment concernant les drogues encore plus dures ? Je parle notamment de la cocaïne, on vient de l'évoquer, avec des trafics qui sont de plus en plus importants, même si les saisies, effectivement, sont en progression. Je crois que vous n'allez pas me démentir. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a une démocratisation de ces drogues.
Alors effectivement, il y a des consommations d'autres drogues qui continuent, qui augmentent aussi dans des milieux aussi spécifiques, notamment je pense à la cocaïne, je pense au crack, etc. Aujourd'hui, on a ces enjeux de réduction des risques majeurs par rapport à ces consommations, de sensibilisation, d'aller auprès du public, qui se fait aussi notamment beaucoup dans les milieux festifs. Alors pas que, mais aussi dans les milieux festifs où on a des interventions de prévention, de réduction des risques. Pour moi, les enjeux en tout cas, et pour l'association, pardon, de manière plus large, ils se situent à ce niveau-là. L'info en plus, c'est avec Mathilde Wessels. Allez, on prend la direction de la Bretagne pour cette info en plus. Mathilde, tu nous parles du CHU de Brest qui a lancé une étude il y a 2 ans et qui cherche toujours des adolescents volontaires. Et oui, effectivement, le but est de déterminer si la prévention dès le plus jeune âge a une influence sur les conduites addictives que peuvent développer certains jeunes, notamment concernant l'alcool. Alors pour participer à cette expérience, il faut avoir entre 14 et 17 ans et avoir bu au moins un verre d'alcool dans sa vie. Voilà. Bon, je pense qu'on peut en trouver facilement, malheureusement. Voilà. Les ados volontaires seront soumis à un questionnaire pour savoir s'ils ont des prédispositions à des conduites à risque. Ensuite, les jeunes participent à des ateliers et bénéficient de conseils afin de mieux se connaître. Le but, il est de permettre aux jeunes qui sont angoissés d'anticiper leur comportement dans des situations stressantes pour écarter justement ces mauvaises décisions. Le programme de prévention personnalisé est déjà testé dans plusieurs pays et apparemment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous avez entre 14 et 17 ans, peut-être en Bretagne, pour participer à cette expérience. Quel est votre plan d'action au CESE concernant justement ces addictions ? Nous ne sommes pas les pouvoirs publics et nous rédigeons des avis, soit en autosaisine, soit à la demande du gouvernement, sur un certain nombre de problématiques. Il y a quelques années, il y a eu la rédaction d'un avis sur l'alcool, justement, qui soulignait le manque de volonté politique de notre pays pour lutter contre ce fléau. Nous rédigeons des avis sur la prévention. Et il y en a eu récemment. Et puis, le CESE vient de rendre un avis sur la légalisation du cannabis. Donc, c'est par ces avis que la société civile, c'est elle qui est représentée au CESE, publiquement donne la position des corps intermédiaires qui sont représentés dans cette chambre de la République. Daniel Jourdain-Mélanger, en substance, il disait quoi ce rapport justement sur la légalisation du cannabis ? Mais il était favorable à la légalisation du cannabis sous forme d'expérimentation. Mais il faut dire qu'il y a déjà un certain nombre d'avis qui ont été rendus en ce sens, et puis de pays ou d'États américains qui ont mis en œuvre la légalisation. Ceci étant, la question se pose quand même parce que l'efficacité de ce dispositif interroge, parce que l'objectif, c'est quand même de lutter contre le trafic, et on se rend compte que, notamment, il y a un report sur d'autres consommations. Et regardez aux États-Unis, le grand ravage fait par le fentanyl, qui est un opiacé légal. Le fentanyl, je crois, 50 fois plus puissant que l'héroïne. J'allais dire cocaïne que l'héroïne. De trafic de toute manière. Mais... C'est dire. Juste la même question, pardon, à Jordana Bellegarde. Est-ce que vous avez des plans d'action, vous, justement, chez France Addiction ? Par rapport, effectivement, alors pour reprendre l'exemple du cannabis, l'idée c'est en tout cas que cette consommation, elle soit, aujourd'hui, si elle est légiférée, qu'elle soit encadrée, légiférée justement, pour toujours protéger les jeunes par rapport à ces consommations. Non, parce que c'est une vraie question. Vous pensez que la légalisation du cannabis peut-être encadrer d'une certaine façon la consommation de ces jeunes, ou au contraire, ils auront plus de facilité à s'en procurer et à essayer peut-être encore plus jeunes ? En tout cas, l'idée, c'est de se dire que on ne peut pas, nous, empêcher les consommations, mais qu'on peut réduire, en tout cas, les risques liés aux consommations. Et donc, aujourd'hui, les politiques de répression ne fonctionnent pas sur la diminution des consommations. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces consommations et justement protéger davantage les jeunes ? Daniel Jourdain-Mélanger. Aux États-Unis, on se rend compte que c'était interdit pour les jeunes mineurs. Ils ne peuvent pas aller dans des boutiques où on peut acheter librement du cannabis. Et c'est très surveillé. Moi, je m'interroge, si on faisait ça en France, quand on voit la facilité avec laquelle les mineurs vont acheter du tabac dans les bureaux de tabac, alors que la vente est interdite aux moins de 18 ans, est-ce que l'État aura les moyens de faire respecter ça ? Je pense en revanche
revanche qu'il faut vraiment s'interroger sur l'usage quand on voit que 5 millions de personnes, de citoyens français, fument régulièrement du cannabis. Est-ce que la dépénalisation, c'est pas déjà une petite marche qui évite de pénaliser? Parce qu'on rappelle, il y a dépénalisation et il y a légalisation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça reste interdit. Et ça, je pense que c'est important que ça reste interdit. Mais c'est toléré. C'est comme ça dans un certain nombre de pays européens. Parce que il faut aussi se rendre à l'évidence. Notre société consomme et a toujours consommé. Donc il faut que les conséquences soient le moins dommageables possible en matière de santé publique, bien entendu, mais aussi sur la vie des personnes concernées. Avoir un casier judiciaire à 18 ans parce qu'on s'est fait prendre avec du cannabis sur soi, on peut s'interroger. Est-ce qu'on sait pourquoi on est champion d'Europe? Je pose peut-être à vous la question, Jordana. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on sait pourquoi la France est championne d'Europe en termes de consommation de cannabis? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes aussi sur le terrain et peut-être vous avez une idée, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on est au sommet de la pyramide et que malheureusement on ne perd pas notre titre. Après, effectivement, on peut s'interroger sur nos politiques, sur nos stratégies de prévention aussi, sur la pérennisation, ce qu'on évoquait au démarrage, sur la pérennisation de nos programmes de prévention, le financement, comment est-ce qu'on arrive à être dans une stratégie globale autour de la promotion de la santé de manière plus large et pas uniquement des conduites addictives. Comment est-ce qu'on intègre ça dans un ensemble, et peut-être que c'est des éléments qui nous feront effectivement redescendre du palmarès. Daniel, une question concernant les écrans, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Quid des écrans? On a l'impression que cette tendance est inhérente à notre société. Est-ce que c'est au final l'addiction qui, dans quelques années, sera peut-être la plus préoccupante? J'ai lu un sondage réalisé par la Massif. 63% des jeunes sondés, justement, déclarent avoir perdu la notion du temps. Oui, mais je pense que c'est à relier à votre question précédente. On est en France dans une société angoissée, une société qui s'interroge sur elle-même et qui a besoin de réponses. Alors les réponses sont les comportements addictifs, dont effectivement les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et je pense que le confinement n'a rien arrangé parce que c'était une réponse immédiate, une facilité. Donc la réponse, elle ne peut être que globale. Même question pour vous, Jordana, sur les écrans. Sur les écrans, effectivement, je pense que tous aujourd'hui, on utilise nos écrans au quotidien pour travailler, pour aller chercher de l'information. Il y a des choses très intéressantes, très scientifiques, très pertinentes, et d'autres moins, effectivement. La question, elle se situe autour de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on accompagne les jeunes à utiliser les écrans de manière appropriée? Et on a des éléments de stratégie efficaces qui fonctionnent autour de l'utilisation des écrans dès le plus jeune âge. Sur des stratégies, qu'est-ce qu'on autorise, et je cite Serge Tisseron pour ça, mais sur des stratégies de comment est-ce qu'on accompagne les enfants à l'âge de 3 ans, 9 ans, 12 ans, pour utiliser les écrans de manière appropriée. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci pour toutes ces infos. On fera bien évidemment un nouveau point d'étape. On fait une émission effectivement chaque année. Mais peut-être qu'on va en faire, au vu des sujets, des diverses addictions. Pourquoi pas tous les trimestres. Merci beaucoup Daniel Jourdain-Méninger et merci à Jordana Bellegarde d'avoir été avec nous pour nous éclairer pendant cette demi-heure. C'est la fin de School TV Le Mag. Mathilde, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle émission sur la scolarité de vos enfants. Excellente journée.